c'est pas simple de trouver ta place quand tu es jeune. Tu vas pas jouer au daron et jouer au patron alors que t'es habillé pareil et que t'as quasiment le même âge. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Lorenzo Benedetti. Lorenzo est le fondateur et CEO du studio Bagel, la chaîne YouTube humoristique qui a contribué à l'émergence de très nombreux talents du web comme Jérôme Niel, Kemar, Mister V, Natou ou encore Ludovic. Si vous vous êtes marré sur internet ces 5 dernières années, il y est sûrement pour quelque chose. Le studio Bagel a été acquis par Canal+ en 2014 et Lorenzo est depuis bientôt 1 an également directeur de la création originale digitale sur Canal. On parle de son parcours, de ses études qui l'ont amené comme beaucoup d'entre nous à n'avoir aucune idée de ce qu'il voulait faire dans la vie. On parle de son lancement dans la production audiovisuelle, de son enfance et de l'origine de son attrait pour la télé. On parle aussi bien évidemment du studio Bagel et de l'évolution de son rôle. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast. Je dis iTunes ou Apple Podcast bien exprès parce que c'est là que je veux que vous vous abonniez. Si vous ne l'avez pas, il vous reste SoundCloud ou les autres plateformes et sachez que je vous aime quand même. En parlant d'amour, on organise une rencontre avec tous les tipeurs, c'est-à-dire les gens qui contribuent au projet Nouvelle École sur Tipeee. Si vous voulez en savoir plus ou participer, vous pouvez aller sur tipeee.com/nouvelle-école. Bonne écoute! Ok, cool. Eh ben, on peut commencer. Donc, salut Lorenzo, je suis avec Lorenzo Benedetti. T'es en ce moment, je fais toujours une petite présentation au début. En ce moment, t'es directeur de la création originale digitale chez Canal. Digital. T'es aussi CEO du studio Bagel, toujours, que t'as fondé Exactement. en 2012. Ouais, exactement. Qui a 2012. été acquis, je crois, 60% du capital en 2014 par Il y a Canal. 3 ans, ouais. Ouais. Mhm. Et donc, voilà, ça, c'est la petite introduction. Donc, salut Lorenzo, déjà. Eh ben, salut Antonin. Merci de me recevoir. Merci à toi, c'est toi qui me reçois dans les studios du Bagel qui sont très cool. On va parler de ton parcours, on va parler de tout ce que tu as fait, le bagel, etc. Mais je voulais en fait commencer par un truc qui n'a rien à voir, c'est que j'ai lu que tu t'intéressais pas mal à l'aviation et que tu avais essayé de passer ton brevet de pilote. Ouais. Et je voulais savoir si tu avais chopé ton brevet de pilote. Putain, toujours pas. C'est le problème du brevet de pilote, c'est qu'il n'y a malheureusement pas de piste d'atterrissage d'avion privé dans Paris. Donc du coup, c'est difficile. Il faut prendre une voiture, il faut faire 45 minutes de route et aller dans le 78. Et malheureusement, j'ai un peu moins le temps. Donc j'ai fait 15 heures de vol. Il t'en faut combien pour... Et il m'en faut 40, je crois. Donc il m'en manque encore un petit peu. Mais je lâche pas l'affaire. Je le ferai. C'est que 2 fois plus que le permis de conduire. C'est clair. Ça me paraît pas beaucoup plus. Pour conduire un avion dans le ciel et potentiellement de cracher. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Ça paraît hyper dangereux. Et c'était parce qu'il y avait une histoire avec ton grand-père qui était pilote pendant Non, mon grand-oncle. Ton grand-oncle. Ouais, le frère de mon père, ouais. Il était pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, Exactement. Il était pilote pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, lui, il a pas eu de chance. Il s'est crashé dans le golfe de Naples avec son petit avion. Il y est toujours d'ailleurs. Je pense qu'au fond de l'eau, là, comme Saint-Exupéry, sauf que version Naples. Pendant la guerre ? Ouais, pendant la guerre. Ouais. Waouh. Et en fait, tu venais d'une. Mon père était assez âgé. Mon père m'a eu à 60 ans. Donc, bon, il est décédé maintenant, mais il avait 88 ans quand il est mort. Et donc, forcément, mon oncle, il est né en 21, mon père, et mon oncle était né en 19. Donc, ils avaient l'âge de faire la guerre. Et ton père est né avant mon grand-père. Et du coup, est-ce que ton père s'est battu aussi pendant la guerre ? Eh bah oui, mon père s'est battu aussi Ils pendant sont la battus guerre. tous les deux pendant la guerre. Ouais, et mon autre oncle aussi, qui est mort aussi, mais plus tard de mort naturelle. Lui, il était dans les chasseurs alpins. Et il se battait parce que vous venez d'Italie à la base ? Ouais, exactement. Et donc, il se battait avec l'armée italienne. En fait, ils se battaient du mauvais côté, les trois. Le côté du côté des méchants. Oui, et en fait, ils se sont battus parce que comme c'était des garçons qui faisaient leur service militaire. Normalement, ils sont partis en fait chacun dans des corps différents de l'armée. Mon oncle dans l'aviation, mon autre oncle dans les chasseurs alpins et mon père dans l'infanterie. Et ils sont partis sur 3 fronts différents. Et en 41, ils ont été blessés les 3. Et en fait, mon père et mon oncle sont partis dans la résistance à ce moment-là. Ils en ont profité pour se carapater, partir dans la résistance. Et après, ils étaient côté partisans, côté communiste, et ils étaient dans la résistance italienne. D'accord, ils étaient dans la résistance italienne. À quel moment ils sont venus en France à un moment ou c'est... Mon père est venu en France parce qu'après mon père est devenu médecin. Okay. Il a fini ses études après la guerre et il a fait de la recherche en biologie. Puis il est venu en France dans les années 50 pour monter un laboratoire de biologie dans l'ancêtre de Jussieu, qui était en banlieue, je crois, je sais plus où, à Bagneux, enfin je sais plus, dans une banlieue parisienne. Et il a monté son premier labo là-bas. Et après, il a rencontré ma mère, qui était une étudiante en thèse,
C'était son étudiante en thèse, et puis voilà, après... En fait, ton père, il avait déjà un côté entrepreneur. Ouais, mais en fait, on pourrait faire un podcast sur mon père, si ça t'intéresse, parce que je passe qu'il s'est marié 3 fois, que ma mère, c'était sa 3e femme, etc. Bon, bref. Et que j'ai 7 frères et une sœur. D'accord, vous étiez nombreux. Ouais, j'ai plein de demi-frères et ma sœur et tout ça, et on est une une famille très nombreuse. Parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est que donc maintenant, tu es chez Canal, tu as monté le studio Bagel, on va en parler, mais en fait, au départ, on a l'impression, en regardant ton parcours, que tu te destinais pas du tout à ça. Tu es passé par des grandes écoles, tu as fait Sciences Po, tu es allé à la fac aussi, où tu as eu un master de droit, je crois. Ouais, j'ai fait du droit. Après, je me suis exfiltré en faisant Sciences Po parce que le droit, j'aimais ça, mais pas assez pour devenir avocat ou juge. Ou juriste. J'ai fait ça aussi. Voilà, je pense que beaucoup de gens qui ne savaient pas quoi faire ont fait du droit. Surtout que moi, je l'ai fait parce que j'avais raté les concours et du coup, je suis allé en droit. C'est une bonne manière de faire rien en faisant quand même quelque chose, le droit. Donc voilà, après j'ai passé le concours Sciences Po que j'ai eu et ensuite je suis resté 2 ans à Sciences Po et j'ai fait plein de trucs différents. La beauté de Sciences Po, c'était que tu pouvais faire plein de matières différentes. T'étais à l'époque où ça durait 3 ans ou t'étais dans un master? Non, j'étais dans un master. Je suis rentré en 4e et j'ai fait 4e et 5e année. Et du coup, j'ai choisi des matières aussi différentes que, je sais pas, cinéma cubain, sciences politiques, enfin voilà, plein de trucs hyper chelous et hyper variés. Et métier de l'Europe, enfin, je savais pas ce que je voulais faire. Journalisme, enfin, j'ai mélangé un peu tout dans une espèce de shaker assez barjot. Et du coup, je suis sorti de là, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Mais alors attends, parce que désolé, j'interromps beaucoup. Non, les gens me disent ça, mais à Sciences Po, tu as commencé à poursuivre plein de choses. Quand tu dis cinéma cubain, je sais pas si c'est un exemple ou si tu l'as vraiment fait. Non, je l'ai vraiment fait. Bah, voilà. Ouais. Et j'ai eu un cours pendant 6 mois sur le cinéma cubain. Mais bon, tu vois, après, je me souviens plus. C'était un cours en espagnol d'ailleurs. Parce qu'en fait, tu pouvais prendre l'espagnol, genre de conversation et ça, mais tu pouvais prendre aussi des cours en espagnol. Donc ça, c'était marrant. Tu pouvais te retrouver à faire un cours d'histoire contemporaine, mais en espagnol ou en italien. Enfin, parce que voilà, c'était une autre manière d'enseigner les langues. Parce qu'à ce moment-là, tu te disais quoi? Tu te disais, je vais piocher dans toutes les directions pour voir ce qui me plaît? À ce moment-là, en fait, j'avais 3 trucs qui m'intéressaient. J'avais vraiment très sérieusement, ça va paraître fou, mais les institutions européennes. Je me suis dit, tiens, t'es italiano-vénézuélien, parce que ma mère est vénézuélienne. Français, tu parles italien, espagnol, anglais, français, donc voilà, l'Europe, c'est un peu ton terrain de jeu. Le métier de l'Europe, ça me plaisait bien. Voilà, l'Europe, c'était un peu à la mode en plus en 2003, 2002. Genre droit public un peu ou Ouais, genre travailler à la Commission européenne ou travailler. Voilà, j'avais eu un super prof en fait qui était secrétaire du Parlement européen. Parce qu'on on a des super intervenants à Sciences Po. Giuseppe Ciavarini, s'il nous écoute, il est là. Big up. Et big up. Et il a été super. Et du coup, ça m'avait fait kiffer. Donc j'avais ça qui me titillait. J'avais le journalisme qui m'éclatait. Et donc je me suis dit, tiens, je prends des matières, comme ça tu vois ce que c'est, etc. Et puis j'avais le côté média, plutôt économie des médias. Et donc là aussi, j'avais pris plein de matières dans ce domaine-là, quoi. Et après, j'avais saupoudré de trucs qui m'intéressaient, quoi. Genre cinéma cubain ou italien ou voilà, autre truc. J'ai fait de l'arabe aussi pendant 6 mois là-bas, mais le prof m'a dit mec, si t'as pas 4 ans devant toi, tu vas apprendre à dire je m'appelle Lorenzo et Choukran. Je sais dire Ene min Baris, j'habite à Paris, et Ismi Lorenzo, je suis Lorenzo, quoi. C'est tout ce que je sais dire. En 6 mois, j'ai appris ça, quoi. C'est quand même la base, c'est quand même pratique. C'est pas mal. C'est déjà ça. C'est pas mal. Remarque, on peut peut-être dire que tu habites en France. Mais après, tu dis que t'es passé à la suite et tu savais toujours pas quoi faire. Bah ouais, j'ai terminé Sciences Po, je savais pas quoi faire. C'est un peu le problème d'ailleurs de ces trucs, c'est que tu fais plein de choses différentes. Mais alors maintenant, c'est un peu moins vrai parce qu'ils ont changé Bah là, je suis prof par exemple, je suis maître de conf à Sciences Po et ils ont vraiment des écoles, des masters en fait maintenant. Très spécialisés. Ouais, spécialisés et donc ils aiguillent un peu plus. Et effectivement, c'est un peu moins à la carte qu'avant, quoi. Mais toi, t'as fait quoi à ce moment-là, du coup, quand tu savais pas quoi faire? Bah en fait, j'ai repris une année d'études. J'ai refait un master. La solution de Exactement, base, hein. La solution d'évitement. Et donc j'ai repris en fait, j'avais un pote qui est devenu producteur depuis, il s'appelle Charles-Marie Antonioz, qui a cofondé une boîte qui s'appelle Iconoclast. Et, et c'est un pote d'enfance à moi. Et Charles-Marie... Où est Alice Moitié qui est passée la semaine dernière. Bah voilà, effectivement. Et en fait, Charles-Marie, il venait de faire ce master-là, qui était un DESS à l'époque. Et il m'a dit, c'est trop bien ce DSS, ce master, tu verras, c'est hyper professionnalisant, il y a plein d'intervenants professionnels, puis tous les gens trouvent un taf derrière. Donc il m'a engrainé vraiment. Et donc du coup, je me suis dit, bah très bien, je le fais. C'est grâce à lui, quoi. Et du coup, j'ai fait ce master et voilà. Et j'ai trouvé un taf tout de suite et j'ai rencontré ma femme, avec qui je suis toujours marié. Avec elle. Dans le master? Dans le master. Donc grosse valeur ajoutée du master. Grosse valeur ajoutée du master. Et toi, est-ce que quand tu étais petit ou en grandissant, tu avais déjà des affinités pour tout ce qui était audiovisuel,
médias, etc. Ou c'est un truc qui vraiment t'est venu avec ce master, les études? En fait, j'ai envie de te dire oui et non, parce que j'ai tellement regardé la télé. C'est-à-dire que franchement, je me souviens de journées entières à mater la télé. Mais genre du matin au soir. Les chaînes? Ouais, Ok. quand j'étais gamin et tout ça. Donc je pense que j'ai bouffé de la télé au kilomètre. Je devais exploser la durée moyenne d'écoute à moi tout seul. C'est à toi qu'ils auraient dû filer la boîte pour. Ouais, c'est clair. Moi, j'aurais fait exploser l'audimat sur toutes les chaînes. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé de télé, beaucoup regardé de films. Je me souviens du magnétoscope que mon père ramène et la carte du vidéoclub qui est devenue le truc où on allait tous les soirs avec mon rep pour choper un DVD. Je me souviens, enfin, pas un DVD d'ailleurs, une VHS cassette, à l'époque. Et on y allait tous les soirs. On prenait tous les soirs un film et tous les soirs on matait un film. Donc en fait, c'est vrai que j'étais quasiment prédestiné à être dans le programme et à être dans ce domaine-là, quoi. C'est genre une tradition de famille, le film du soir? Complètement. Puis mes parents, mon père était hyper cinéphile, des trucs hyper variés comme des films indiens ou des films, des vieux films américains. Comme mon père était âgé, sa culture cinéma à lui, c'était plutôt une culture des années 40 à 60 qu'une culture contemporaine. Du Donc coup, moi, t'as vu tous les classiques et tout? j'ai vu beaucoup de classiques avec lui et beaucoup de trucs très chelous. Il était vraiment cinéma world cinéma à mort, quoi. Mon père, il adorait les films indiens, par exemple. Je me souviens d'un Salon de musique, par exemple, qui est un film indien que j'ai dû voir plein de fois, ou Joueur d'échecs ou des trucs comme ça, qui sont des films que mon père adorait, quoi. Ou genre Les Mines du roi Salomon, tu vois, genre je sais pas si tu Je te l'ai souviens pas de ce- vu, mais c'est le vieux Les Mines du roi Salomon, pas le nouveau qui a été fait dans les années 90, quoi. Celui vraiment ancien, tourné en Afrique et tout, qui est assez ouf. Bon, qui sont des films vraiment complètement néocolonialistes et racistes presque, Ouais. mais qui sont quand même des monuments du cinéma. Mais voilà, donc effectivement, j'étais bercé là-dedans. Et en même temps, ma famille a toujours d'ailleurs une culture hyper académique et tous sont des scientifiques ou des profs d'université, etc. Et me retrouver dans les médias où c'était un petit peu pas méprisable, mais le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est pas vraiment une vraie profession. Mon père était médecin, tous mes frères et mes sœurs sont géologues ou chimistes ou profs. Donc il y avait un côté un peu. En même temps, ça fait partie de ma culture, mais en même temps, il y a une lutte et il y a une incompréhension que j'aille là-dedans, en fait. C'est marrant parce que du coup, t'es devenu un peu à l'intersection entre l'art et le business. Ouais. Là, tu vois, tu produis, donc t'es clairement dans le délire bah, production visuelle, artistique. En même temps, t'as toujours ce côté un peu business, plus pragmatique peut-être, non? Ouais, Ou bien c'est sûr. peut-être moi qui extrapole à fond. Non, non, mais t'as raison, effectivement. Je pense que le métier que je fais, c'est un métier où tu ne peux pas ne pas avoir de sensibilité artistique. Parce que sinon. Enfin, après, je pense qu'il y a des producteurs qui s'en foutent complètement. Mais moi, je peux pas produire des trucs que j'aime pas et dans lesquels j'ai pas envie de m'impliquer. Et d'ailleurs, ça peut être un problème aujourd'hui où on fait beaucoup de choses et où je manque de temps pour m'intéresser au projet parfois. Et c'est vrai que du coup, je suis plutôt dans un mouvement aujourd'hui où j'essaye de revenir un peu à la base et de passer du temps avec les gens qui font les projets pour travailler avec eux concrètement. Et ça me donne beaucoup de plaisir de revenir à ça, Donc comme au peut-être début. faire Quoi. moins de choses, c'est ça, tu veux dire? De faire moins de choses et puis surtout d'être un peu plus concentré. Tu me parlais là un peu en off du bouquin que Deep tu lis work. en ce moment, voilà, Deep Work. Et je trouve que c'est vrai qu'on on a tendance, quand on est entrepreneur, en fait, au début, à être très focus sur son sujet. Et puis ensuite, avoir à gérer la croissance de la boîte, si ça fonctionne bien. Et ensuite, de se dire, bah, en fait, d'être face à la mécanique du choix et de se dire, à un moment donné, tu peux pas porter ton attention comme au début, parce qu'au début, tu as peu de sujets, sur autant de sujets à la fois. Donc, du coup, tu as deux solutions. Tu délègues et tu trouves des bonnes personnes. Donc, c'est mon cas, parce que j'ai plein de bonnes personnes autour de moi et j'ai fait des super recrutements, j'ai une super équipe. Mais en même temps, ça t'enlève un peu de ton plaisir de faire ce que tu aimes faire, à savoir te pencher sur un texte ou te pencher dans une réunion, sur une réunion avec des auteurs pour réfléchir à tel ou tel truc. Et là, par exemple, tu vois, j'ai retrouvé ce plaisir ce matin. J'étais en réunion sur un prime qu'on va faire pour Canal. Et ben, on a passé 3 heures. Et 3 heures, ça faisait longtemps que je n'avais pas passé autant de temps sur un sujet, tu vois. On a passé 3 heures sur un truc, à Gamberger, avec les auteurs, avec tout ça. En plus, on a la chance d'avoir une super équipe. Et c'était super. Et donc, ce truc-là, j'aimerais bien le retrouver un peu plus. Le côté fabrication où tu passes plus de Ouais. temps à fabriquer. Ouais, ouais. Parce que là, du coup, c'est vrai que le boulot de CEO, t'as plus l'aspect manager qui entre en compte. Ouais, ouais. Où ton temps est découpé en trucs plus courts aussi. Et puis en plus, on vient
te voir quand on a un problème, pour que tu essaies de trouver une solution. Donc c'est souvent des trucs un peu relous que tu as à gérer. Donc voilà, donc c'est vrai que le kiff de se poser et d'aider les autres à créer ou d'animer en tout cas la création, moi c'est vraiment ça qui me plaît. Tu vois, je suis moins dans le business ou dans le même si ma fonction me stigmatise par rapport à ça. Mais... Ouais, parce que ton boulot c'est quand même de faire en sorte que ça Ouais. soit viable. Bien sûr. Mais une fois que tu avais fait ton. Tu sais que je reviens pour la fin du parcours, tu avais fait ton master et tu es entré ensuite, tu as commencé à bosser là pour l'audiovisuel. Ouais. Donc tu as bossé pour la télé. J'ai bossé en télé en fait, mais je savais pas du tout ce que c'était qu'une chaîne de télé. Ma meuf Pourtant, avait... tu avais regardé la télé. Grave, mais je savais pas comment ça fonctionnait. Ma meuf avait fait des stages dans la télé et moi j'avais décroché un CDI à France 5 en tant que chargé de mission auprès du directeur des programmes. Donc en gros, une espèce d'assistant plus quoi. Et je me souviens d'une conversation avec ma meuf où elle me dit, où je lui dis, mais c'est quoi en fait? On fait quoi dans une direction des programmes? Qu'est-ce qu'on fout toute la journée quoi? Tu avais chopé le job et tu savais pas ce que c'était. Bah, j'avais eu le job, mais je savais pas trop ce que j'allais faire. Tu vois, on m'avait vaguement parlé de trucs. Et du coup, j'arrive et j'ai compris ce que c'était qu'une chaîne de télé. J'ai appris dans ce poste d'observation qui était la direction des programmes, ce qu'on faisait quoi. On recevait des producteurs, on regardait des contrats, on discutait de projets, etc. On faisait le travail d'éditeur quoi. Et t'as mis, en fait, en regardant ton parcours, je vois qu'il y a 8 ans à peu près entre le moment où tu finis tes études et le moment où tu montes le studio Bagel. Ouais, C'est ça. à peu près. Plus ou moins quoi. Ouais, c'est ça. À peu près. T'avais déjà, est-ce que pendant tout ce temps-là, tu savais que t'allais finir par monter ton propre truc, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu avec le temps? Bah non, en fait, assez vite. Parce que si tu veux, j'ai bossé à France Télévisions, donc 2 ans, à France 5. Ensuite, on est arrivé dans un contexte de changement de présidence qui sont toujours un peu sanglants. Alors moi, j'étais à un tout petit niveau, mais en tout cas, mes patrons de l'époque, je savais qu'ils allaient être inquiétés. Donc j'ai commencé à chercher du boulot et je suis parti en production pour la première fois. J'ai travaillé avec Nagui, l'animateur producteur, et j'ai travaillé chez Air Production dans sa boîte en tant que responsable du développement. Donc en gros, la personne qui gratte les dossiers des nouvelles émissions et qui va les présenter avec lui en chaîne. Donc là, déjà, ça m'a donné un avant-goût de l'entrepreneuriat et de savoir que l'indépendance, à l'époque, Nagui était indépendant, etc. Et j'ai adoré cette expérience. Mais en fait, très vite, on est venu me chercher avec un projet entrepreneurial, puisqu'en fait, c'est Tel France qui cherchait à se diversifier dans le flux et dans le divertissement, qui est allé chercher une productrice avec qui je travaillais à AirProd, Valérie Medioni, avec qui je m'entendais très bien. Et en fait, ils sont allés chercher cette productrice en disant viens lancer un département chez nous quoi. Et Valérie m'a proposé de partir avec elle. Et on a monté une boîte ensemble qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle 360. À l'époque, c'était à la mode, hein. Désolé pour ce nom. Mais en gros, l'idée de 360, c'était de travailler avec des clients un peu nouveaux, comme des marques, comme des acteurs du web, des chaînes de télé aussi. Essayer de trouver des nouveaux clients et des nouveaux moyens de produire. D'où le 360. Et on a monté ce truc-là avec Valérie. Donc en fait, c'était une expérience d'intrapreneur. C'est-à-dire qu'on était dans un groupe, on était salariés, Tel France, qui est devenu Newen. C'est le groupe qui produit Plus belle la vie, tout ça. Donc c'est un groupe assez solide. Et en même temps, on était entrepreneurs parce qu'on était tauliers de notre truc. Bon, et donc tu vois, déjà ça m'a donné l'avant-goût. Donc ça faisait 4-5 ans que je bossais, 4 ans que je bossais et j'étais déjà dans ce game-là. Et après, je suis parti de Tel France. Pourquoi 2 ans après. Parce que c'était pas ma boîte à moi. Donc en fait, l'intrapreneuriat, ça avait ses limites quoi. Voilà. Et du coup, là, à ce moment-là, j'ai créé vraiment ma boîte à moi. Mais je me suis quand même rapproché de producteurs que j'aimais bien, la boîte s'appelle Black Dynamite, Eric Anzo et Guillaume Lacroix. Guillaume Lacroix qui aujourd'hui fait parler de lui puisqu'il c'est un des cofondateurs de Brut. Et donc avec Eric et Guillaume, on a décidé de faire un Brut le média, je dis pour ceux qui ouais Brut le média, le pure player Facebook d'actualité qui fonctionne assez bien, même très bien d'ailleurs. Bravo à toute l'équipe. Et en fait, on s'est mis un peu d'accord, on a fait une espèce d'entente avec Black Dynamite où eux ils m'aidaient, ils m'incubaient un peu en fait. Donc ils me faisaient bosser sur leur production télé, donc ce qui m'assurait un revenu récurrent parce que ma boîte démarrait. Et en même temps, moi je leur apportais des projets. C'est intéressant ça. Quand tu as monté ta boîte, quand tu es parti de Tel France, tu avais déjà l'assurance qu'il y avait ce partenariat? Pas du tout, non. Ok. Non, je me suis dit, je me barre. Mais est-ce que ça a été un moment flippant? Tu as eu peur de te Non, barrer, parce que j'avais un enfant déjà. Ouais, parce que on était quand? Oui, bien sûr, oui, j'avais déjà un enfant. Mais en fait,
Vive la France, je suis parti en rupture conventionnelle et donc j'avais le chômage, tu vois. Donc je me suis dit, Ça faisait quoi le chômage ça m'assurait, je sais pas, 60-70% de mes revenus parce que j'étais parti en rupture conventionnelle et ma meuf gagnait un peu d'argent, mais voilà, et donc on s'en sortait, tu vois. Ok. Et je me suis dit, bon, au pire, je peux tenir 15 mois, 18 mois comme ça. Et si ça marche pas, je pense que je pourrais retrouver un taf de prod ou au développement dans une boîte de flux. De toute manière, je m'étais dit ça. Et je pense que j'aurais pas eu de mal à retrouver un boulot. T'aurais pris la même décision s'il n'y avait pas eu le chômage, par exemple? Ouais, franchement, j'aurais plus hésité. Ou j'aurais peut-être attendu d'avoir un truc très concret. Mais. Parce que j'aime bien ouais. C'est pas mal cette idée de commencer ta boîte et d'avoir. Enfin, toi, tu as eu rapidement du coup cette espèce de partenariat avec qui t'assurait, tu sais, un flux de revenus. Bah ouais, en fait, le truc, si tu veux, c'est que c'est compliqué de monter une boîte, d'être tout seul dans des locaux et de te dire, bon, je fais quoi aujourd'hui, quoi? Je vais voir qui j'appelle, qu'est-ce que je fais? C'est horrible. C'est vrai. Donc, je pense qu'il faut se mettre. C'est pour ça que les incubateurs ont autant de crédit aujourd'hui, parce que c'est sympa de te retrouver dans un endroit avec d'autres gens et de pas. Parce que franchement, en vrai, avant les incubateurs, moi, quand j'ai monté ma première boîte, ça n'existait pas tout ça. C'était en quelle année du coup? C'était en 2011, en 2010, tu vois, en 2011. Ça n'existait pas, il n'y avait pas d'incubateur à Paris, il n'y avait pas de café de coworking et tout ça. Donc tu étais chez toi tout seul. Ou alors tu avais un pote qui avait une boîte, qui avait un bureau pour toi. Bon, moi c'est un peu ce que j'ai choisi. Je me suis mis dans un environnement où il y avait des gens autour de moi, où je pouvais boire un café le matin en discutant avec des gens, en brainstormant. Et en fait, moi je pense que l'action, j'ai un pote qui dit ça, que je salue, qui s'appelle Clément Animalson, qui est un beatmaker de génie. Il a produit numéro 10 de Booba. Voilà, qui est un beatmaker de génie. Et pas que. Me dit tout le temps, et il a raison, l'action est le liant. Et voilà, c'est ça, tu te maintiens dans une action en faisant des choses. Même si c'est des petites choses, c'est pas grave. Même si c'est pas la prod du siècle, tu fais quand même un truc. Et le liant, c'est que tu vas à la rencontre des gens, tu te mets au contact des gens. Et forcément, plus il y a de frottement, et plus il se passe des trucs. C'est comme faire du feu, quoi. Tu vois, tu vas pas attendre que la feuille elle brûle toute seule. Tous les gens t'avancent, quoi. Ouais. Il y a une expression à la Maison Blanche, je crois que c'est dans la politique américaine, c'est keep the paper moving. Exactement. C'est-à-dire que il faut que tu fasses bouger le papier, quoi. Exactement. Je pense que c'est ça. Et moi, l'angoisse de me retrouver avec un papier qui bouge pas, c'était pas un truc qui était une perspective que je pouvais accepter. Donc du coup, j'ai trouvé cette manière de fonctionner et ça nous a plutôt bien réussi puisque un an après un an après mon arrivée comme ça chez Black Day dans ce cadre, dans cet accord-là avec eux, en fait, je leur apportais le bagel, quoi. Et du coup, on a fait le choix de le coproduire avec Black Day. D'accord. Tu l'as fait en partenariat avec eux ou c'est toi qui possédais l'intégralité? En fait, ce qui s'est passé, c'est que YouTube m'a contacté pour faire partie de l'appel d'offres, en fait, des projets. De chaînes thématiques, c'est ouais. ça? En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en 2011, un an avant le lancement en France, ils ont lancé la même chose aux US. Ils ont lancé une centaine de chaînes aux États-Unis. Ils ont dépensé 100 millions. C'était quoi les chaînes? C'était la chaîne de danse de Madonna, une chaîne de télé-réalité avec Endemol, enfin voilà, plein de chaînes différentes, avec des acteurs différents, des gros acteurs de la prod, des networks, des pure players du web et des talents individuels comme Madonna qui montaient leur truc. En France, ils ont fait la même chose. Ils ont choisi 12 projets. Et moi, j'ai fait partie de l'appel à projet. Et ils sont allés voir des gens aussi différents que Au Féminin, le groupe Au Féminin, ou Pierre-Antoine Capton chez Troisième Donc Œil. ils sont allés voir les gens, c'est pas les gens qui allaient... Non, ils sont allés voir les gens. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont allés te voir, toi? En fait, je pense que j'avais une réputation, grâce à aussi ce que j'avais fait. J'avais travaillé avec des diffuseurs qui n'étaient pas forcément des diffuseurs que télé. J'avais travaillé avec des marques, j'avais travaillé avec des plateformes, j'avais travaillé par exemple avec MySpace, tu vois, ou avec Dailymotion. Donc à l'époque, c'était des choses qui étaient des noms importants dans le digital, et Dailymotion encore aujourd'hui. Et en fait, j'avais cette image de producteur digital, ou de producteur qui en tout cas connaît le digital. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont venus me voir. Donc, ils ont sondé plein de types de producteurs différents. Et moi, je cochais la catégorie, ok, le mec connaît un peu déjà le digital. Il y en avait d'autres comme Endemol, qui étaient des gros acteurs et qui avaient des grosses licences. Il y en avait d'autres qui étaient des producteurs indépendants assez costauds, comme Pierre-Antoine Capton chez Troisième Œil. Et il y avait des pure players du web, comme des sites internet, comme Féminin. Donc, tu vois, ils ont fait un espèce de bouquet avec des gens un peu différents, quoi. Et moi, du coup, j'ai présenté le projet de Studio Bagel,
qui était un projet. À la base, moi, je voulais faire Funny or Die. Le site d'humour américain qui a été créé par Will Ferrell, moi je voulais faire un truc un peu comme ça en France. Donc je voulais mélanger, le concept de base c'était mélanger l'univers du cinéma avec l'univers du web. Et donc c'est pour ça aussi que je suis allé voir Black Dynamite, qui avait produit Les Infidèles et qui était notamment très proche de Jean Dujardin, de Gilles Lelouch, de tous ces comédiens là français. Et en fait à la base de la base, l'idée ça devait être d'être un peu un terrain de jeu pour les comédiens de cinéma ou les comédiennes de cinéma qui veulent un peu s'encanailler entre deux films et qui viennent faire une connerie sur le web avec nous. Sauf qu'on a très vite été confronté en fait, à la réalité de l'emploi du temps de ces talents-là, qui est qu'en fait, c'est un vœu pieux, quoi. C'est très compliqué de mobiliser des gens de cinéma. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, en tout cas, de faire vivre une chaîne au day-to-day, quoi. Et du coup, c'est ça qui nous a fait nous dire aussi, allons plutôt essayer de travailler sur des talents émergents en leur apportant des moyens et en faisant un vrai petit studio avec toutes les phases de la création, de l'écriture au tournage, en passant par le montage et à la diffusion. Maîtriser toute la chaîne comme un vrai studio. Et c'est ça qu'on a vendu aux talents. On leur a dit, voilà, vous allez avoir votre propre petit studio, vous allez faire des trucs que vous n'avez jamais pu faire auparavant sur vos chaînes individuelles. En termes de production. Ouais, parce qu'en fait, j'ai mélangé ces talents-là avec des réals, des monteurs, Ludoc, qui a été le directeur artistique des premières années, Monsieur Poulpe, qui avait l'expérience d'avoir fait le Golden Show, et donc il y avait avec David Mourier, qui avait l'expérience de tenir une writing room, quoi. Axel Malivernet, qui est devenu mon bras droit et qui aujourd'hui continue à travailler avec moi sur notamment de la série, et qui avait travaillé avec Jérôme Niel, main dans la main, et qui savait mieux que personne comment on gérait une chaîne YouTube, et qui a été un peu le producteur exécutif, et d'autres gars comme Julien Allard, Mathieu Allard, qui avait une boîte qui s'appelle IDZ, et qui justement maîtrisait la production digitale mieux que personne. Donc tu vois, c'est l'adjonction de tous ces talents-là, de ce cocktail Molotov qui a fait que je pense que ça a bien... Donc ce qui était différent, je pense, c'est le côté professionnel de ce que vous faisiez en fait, c'est ça? Ouais, parce que... T'as réussi à super bien t'entourer aussi. Alors moi je pense que c'est ça le truc principal, c'est qu'on a fait un casting, mais pas que devant l'écran, quoi. On a fait un casting devant et derrière la caméra qui est un super casting. Et c'est des gens avec qui on travaille encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est tous des gens qui font plein de choses géniales de leur côté, avec ou sans nous. Enfin voilà. Donc c'est ça, je pense, la force du truc. Je pense qu'aussi la force du truc, c'est la liberté qu'on a donnée. Et après, c'est le cadre. Puisque mine de rien, quand tu n'as jamais fait ça, quand tu es un Natou, par exemple, elle était policière, elle s'est mise en disponibilité de la police française pour faire le bagel. Donc, elle n'avait pas l'habitude de travailler pour faire des sketchs. Et voilà, donc tous n'avaient pas vraiment d'expérience professionnelle dans la production. Si je crois Grégory Guillotin et Kevin, ils avaient travaillé, je crois que Grégory il avait travaillé à TF1, mais plutôt côté TF1 Web. Mais voilà, ils n'avaient pas l'expérience de se lever le matin, d'aller en réunion, de pondre un texte, etc., etc. Donc on a aussi dû mettre des process. Ça, c'était difficile à faire ou pas sur des gens qui avaient finalement pas eu tellement... Bon, il y en avait, donc Natou, tu dis qu'elle bossait dans la police, mais il y en avait sûrement qui n'avaient pas eu vraiment de boulot sérieux ou qui n'avaient jamais vraiment eu de cadre, qui bossaient un peu... En même temps, Jérôme, par exemple, il avait fait pas mal de... Jérôme, il avait travaillé en radio, il a fait une école de radio, il avait bossé un peu pour Endemol, il fait des petits trucs dans des émissions. Ils avaient tous plus ou moins d'expérience, mais c'était pas compliqué parce que tout le monde était dans l'envie, tout le monde était hyper enthousiaste. Après, tu connais les effets de groupe. Enfin, tu vois, c'est toujours compliqué, c'est dynamique de groupe et c'est de la gestion d'humeur, d'énergie au quotidien qui est pas évidente. Mais, parce que toi, d'un seul coup, tu devenais manager en fait là. Bah ouais, c'est-à-dire que moi, Et puis manager de stars un peu oui, naissantes alors c'est aussi. vrai que oui, effectivement, il y a eu la naissance d'un peu des égos de part et d'autre. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est que en 2012, le YouTube game, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Une chaîne qui fait 200 000 abonnés, c'est énorme. Je crois que Norman, à l'époque, il avait 400 000. Aujourd'hui, il en a pas loin de 10 millions, je pense, comme ça. Millions, ouais. Cyprien, il était pas loin de ça aussi. Enfin, donc, Squeezie, il existait mais quasiment même, enfin pas, tu vois, il commençait, quoi. Pierre Cross, il travaillait chez Dailymotion. Il s'occupait des talents. Enfin, tu vois, donc en fait, c'est un jeu qui a complètement changé. Donc, il y a eu effectivement à gérer ça. Mais, et pour moi, ça n'avait pas été simple.
Et je pense que j'ai fait plein d'erreurs, quoi. Comme quoi? Des erreurs de communication. Des erreurs de communication, le fait de ne pas maintenir la frontière entre la connivence, l'amitié, la proximité affective que tu peux avoir avec des gens avec qui tu es H24, parfois même tu pars en week-end ou en vacances, en vacances travail, tu vois, genre on partait dans des festivals ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas simple de trouver ta place quand tu es jeune, tu vas pas tout de suite, tu vas pas jouer au daron et jouer au patron alors que tu es habillé pareil et que tu as quasiment le même âge. Tu vois, Gaël Mektoub, il a 1 an de plus que moi. Baptiste, Baptiste, on n'a pas loin du même âge. Enfin, tu vois, Jérôme, bon, il a 30 ans, moi j'en ai 37, mais on est tous dans la même génération. J'ai pas 50 piges. Donc, déjà, il y a un truc de leadership et de management dû à mon âge et dû à ma proximité amicale avec eux qui a été pas simple à gérer. Comment t'as fait pour le... C'est Parce que toujours tu un vois, truc c'est une vraie question, ça, le côté pas devenir pote avec avec les gens qui c'est pas les employés, c'est c'est pas les même employés, les talents. mais... ouais, voilà. Même les talents, je pense qu'il y a un truc très... C'est vraiment une question pas évidente et je sais pas si j'ai la réponse en fait. Je pense que c'est savoir rester à sa place. C'est toujours savoir ce qu'on peut apporter, ce qu'on doit apporter et pas vouloir être soi au centre de tout, quoi. Et est-ce que c'est aussi être sur la retenue parfois? Par exemple, quand t'as des... Si tu t'entends hyper bien avec les personnes, que tu as vraiment une super affinité, tu vas avoir tendance à devenir super pote. Peut-être est-ce qu'il faut être sur la retenue dans ce moment, essayer de garder un peu son rôle ou... Je pense qu'avec le recul, je pense que c'est pas une histoire d'être pote ou pas. Je pense que c'est vraiment une histoire de savoir faire la part des choses entre les différentes situations de boulot, d'amitié et de savoir et de pas laisser ses choix être biaisés par des éléments affectifs en fait. Ça c'est vachement important. Et après, je pense que de manière immuable, quand tu grandis avec un groupe de talents, que tu t'en sortes hyper bien ou pas, irrémédiablement, on te verra toujours comme un peu une rampe de lancement. Et à un moment donné, l'attrait de l'autre producteur ou de l'autre agent, il vient toujours. Et c'est quelque chose sur lequel tu peux pas lutter. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commencé à travailler avec plein d'autres talents et que j'ai développé vraiment mon activité sur plein d'autres personnalités qui n'étaient pas forcément issues du YouTube game, quoi, tu vois. Et que là, j'ai travaillé avec, on a produit, on a produit le feed d'aujourd'hui avec Laurence Arnay, on a produit What the Fuck France avec Paul Taylor. On a ouvert aussi le spectre et on travaille avec plein d'autres gens parce que c'est vrai que je pense que c'est important de ne pas perdre la main et de toujours être dans l'expansion et toujours essayer d'aller chercher des nouvelles personnes. Et puis plein de nouvelles chaînes aussi, vous avez fait à l'époque. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui te fait peur ou qui t'a fait peur, le côté tu sais, ça a vachement bien marché, le studio Bagel. Nous, les gens de ma génération, ça nous a tous beaucoup influencé. Est-ce qu'à un moment, tu as peur de devenir has-been ou que ce soit fini ou qu'en fait, ce que vous produisez, ce soit plus jamais... Mais je pense que ça sera plus jamais... Enfin, faut pas se dire qu'on est dans une espèce de stratégie de la survivance, quoi. Le studio Bagel, aujourd'hui, c'est pas ce que c'était il y a 3 ans ou 4 ans. Mais par contre, il faut se questionner sur qu'est-ce que c'est que le studio Bagel, en fait. C'est une société de prod aujourd'hui, le studio Bagel. C'est une société de prod qui fait des choses aussi différentes que Recette Pompette, Bat et Gaël, maintenant les Cassos en animation, ou le Muffisme, ou Feed aujourd'hui, ou l'émission de Kevin Razi, Rendez-vous, sur Canal. Donc on fait beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et en fait, tant mieux. Et je pense que si tu essayes de toujours... Je pense que si tu cherches pas le renouvellement, et si tu cherches pas à te réinventer, en fait, ça fait de la peine aux dur de dur historiques parfois, en mode ouais, mais le studio Bagel, c'était pas comme avant c'était que nous, c'était que le noyau dur, etc. Mais en vrai, si moi j'avais tout misé sur le fait de toujours faire les trucs avec le noyau dur, en fait, j'aurais pas développé individuellement les talents comme on l'a fait, on n'aurait pas développé une chaîne pour un tel, une chaîne pour un tel, les recettes pompettes pour Poulpe, les nous pour Grégory, Batégaël pour Batégaël, les tutos pour Jérôme ou Balek. Enfin, si on n'avait pas pris la mesure que chaque personne est individuelle et qu'il y a un collectif, certes, qui a représenté quelque chose
une belle marque, mais qu'il faut avant tout considérer chacun comme un talent à part entière et qu'il a un univers et qu'il faut l'aider, bah, en fait, ça serait mort. Hmm. Et on l'aurait cassé le jouet. En fait, c'est un peu un système de. T'es obligé de sacrifier une partie pour pouvoir réinventer la suite. Ouais, c'est même pas sacrifié. Je pense que c'est vraiment le côté laisser aller, quoi. C'est-à-dire que faut partir du principe que un truc qui a marché, c'est un peu comme les deux ou les trois au cinéma, quoi. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que tu peux le faire pour des raisons. Tu peux milquer le truc. Voilà, comme ça. tu peux milquer le truc au max, mais à un moment donné, on sait très bien, et encore plus aujourd'hui, que la courbe de vie d'une marque ou d'un produit audiovisuel ou culturel, bah, en fait, elle n'est pas infinie, quoi. Bon, après, sauf si tu inventes Star Wars, quoi. Mais tu vois, et même, il y a des Et encore, détracteurs et qui encore. peuvent dire que, tu vois, Mais du coup, comment est-ce que concrètement, parce que je pense que l'idée, tout le monde est d'accord avec l'idée qu'il faut se réinventer, tu vois. Mais concrètement, comment tu fais pour pas tomber en fait, parce que même si tout le monde est au courant qu'il faut se réinventer, on voit qu'il y a plein de boîtes, plein de sociétés ou plein même d'artistes qui se réinventent pas et qui finissent par faire de la même chose que ce qu'ils faisaient avant, bah, quoi. en fait, je pense que le truc, c'est que moi, j'ai tellement été dans un système fragile, sensible à tous aux 4 vents. Tu veux, quand tu montes le studio Bagel avec 10 individualités et avec avec quelque chose qui est assez fragile au final, puisque ça repose un peu sur ta capacité à emmener les gens, à faire en sorte que l'enthousiasme soit toujours là, et que, du jour au lendemain, les gens peuvent se barrer ou quoi. En fait, moi, j'ai développé avec mon équipe une espèce d'agilité qui fait que, en fait, quoi qu'il se passe, quel que soit le talent qui nous tourne le dos ou qui veuille continuer à travailler avec nous, en fait, on trouvera toujours les ressources parce que moi, je suis passionné par un truc, et je pense que les gens avec qui je travaille, c'est la même chose, c'est en fait aider des gens à avoir une conviction sur quelqu'un que tu repères sur une vidéo ou dans la rue ou sur scène ou peu importe, et puis se dire, vraiment, je crois dans cette personne, et moi, avec ma vision, je vais essayer de te mettre dans un écrin qui fait que ça va faire quelque chose ou pas, mais en tout cas, on va tenter quelque chose. Et je pense que tant que tu gardes ce truc-là, cette curiosité et cette envie, en fait, il peut rien t'arriver. Et je pense que le problème des boîtes qui n'arrivent pas à se renouveler, et je dis pas qu'on en a trouvé la clé, hein, mais c'est que je pense qu'elles ont peur de remettre beaucoup en cause des choses. Elles ont peur de perdre des choses. Ouais, mais c'est comme, je dirais, c'est comme une relation amoureuse qui fonctionne pas. Tu sais ce que tu perds, mais tu sais jamais ce que tu retrouves Ouais, ensuite. bien sûr, bien sûr. Donc, c'est je pense que c'est l'incertitude qui fait que t'as le truc qui marche pas très bien et qui va peut-être péricliter, mais qui est là, il est là, quoi. Il est certain. Ben, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est complètement ça. Mais en même temps, c'est jusqu'à quand, en fait, Ouais. ça vaut quelque chose. Ce que tu as entre les mains, en fait. Donc, et puis après, franchement, il y a aussi une notion de motivation. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, enfin moi, dans mon tempérament, travailler 5 ans sur le même sujet, c'est pas pour moi. Enfin après, Faut du c'est chacun renouveau, son quoi. truc, mais il y a des gens qui se passent 4 ans sur un film à s'arracher les cheveux. Moi, je pense que ça fait pas partie des choses qui sont pour moi. Mais justement, à ce sujet-là, qu'est-ce que ça. En 2014, le studio Bagel a été acquis par Canal, et là, vous êtes dans les studios de Canal. Enfin, vous avez vendu une part majoritaire du capital. Et ça a changé quoi dans ta vie à toi? Déjà, premièrement, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as hésité sur ce deal? Alors, comme je te disais là, il y a un instant, en fait, j'étais fragile. J'étais fragile parce que j'étais seul. J'avais 5 personnes dans ma boîte, permanente, hein, même pas. Et j'avais un marché qui allait devenir de plus en plus complexe. Les MCN, ça devenait le truc à la mode. Les MCN? Pardon, les multi-channel networks, les networks de chaînes. Ça devenait le truc à la mode. Tu avais Maker Studio qui s'était fait racheter par Disney. Tu avais Endemol qui créait leur structure. Tu avais plein de trucs dans tous les sens. Tu avais Webedia qui commençait à enfin, pas Webedia, mais tu avais Mixicom qui commençait à s'y intéresser, qui n'était pas encore acheté par Webedia. Donc je me suis dit, franchement, c'est soit tu te fais aider, soit tu vas décéder, quoi. Et donc, Physiquement ou la boîte? non, physiquement, ouais, c'était un peu fatigant, mais la boîte, quoi. À un moment donné, il faut des moyens, quoi. Donc du coup, en fait, on a été sollicité parce que c'est un peu le sens de l'histoire. C'est que on travaillait pour Canal en tant que producteur. On avait fait un format court avec Jérôme qui s'appelait Groom Service. Et en fait, ce format court avait bien marché. C'était pour le Festival de Cannes en 2013, je crois. Et en fait, Canal s'est rendu compte qu'on savait fabriquer pour eux. Donc ils ont commencé à nous donner aussi d'autres trucs. Et après, ils se sont dit, mais ils ont commencé à gratter un peu et ils se sont dit, mais attends.
parce que j'avais créé une régie publicitaire, j'avais créé une agence de brand content intégrée, et du coup, on était un petit système qui fonctionnait bien. On avait les opérations spéciales pour les marques, la régie publicitaire qui vendait nos espaces pubs sur YouTube, et le studio avec les talents et tout. Et du coup, ils se sont dit, bah, nous qui voulons nous mettre dans le business du YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, TF1 était en procès avec YouTube, et Canal n'avait pas de chaîne YouTube. Hein. Il n'y avait aucune chaîne YouTube Canal. Ils commençaient à peine à faire migrer certains trucs sur YouTube. Donc, ils se sont dit, en gros, on va plutôt gagner du temps en prenant des parts dans une boîte qui est déjà... nous, on avait, dans notre réseau de chaînes qu'on avait créé, on avait 8 millions d'abonnés et on faisait à peu près 30 à 40 millions de vues par mois. Donc, c'était un inventaire. Tout ça, c'était un truc qui leur donnait tout de suite une taille critique intéressante. Donc, du coup, ils se sont dit, on va gagner du temps. Ouais, c'est souvent la question de la vitesse, en fait, qui déclenche les acquisitions. Exactement. Et donc moi, eux de leur côté, ils se disaient, on va gagner du temps, on va avoir un tamis pour pouvoir détecter les talents. Et puis déjà les talents existants. Les talents existants, mais en se disant que de toute manière, c'est plutôt un moteur qu'ils achètent que déjà des actifs, parce que les talents, c'est hyper volatile, ils vont, ils viennent, etc. Et donc c'est pour ça. De notre côté, nous, on se dit, bah, c'est intéressant d'injecter des sous dans la boîte pour qu'elle grossisse et qu'on recrute des gens, qu'on puisse avoir le confort, entre guillemets, même de perdre de l'argent. Ce qu'on a fait, hein, je veux dire, pour créer des chaînes, faire émerger des nouveaux talents, etc. Et voilà, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça a changé ? Bah, en fait, moi, j'ai eu accès au diffuseur de mes rêves, puisque Canal, c'est vraiment le diffuseur de mes rêves. Depuis tout petit, je matais Canal, etc. Donc, je suis arrivé quand même dans le sein des saints, avec un accès direct à toutes les personnes qui décident des programmes dans cette maison. Travailler étroitement avec des gens que j'admire beaucoup, comme Ariel Saraco, qui est la patronne de la création originale, qui est la femme qui est derrière tous les succès de la création originale depuis le début, en fait. Et de choses aussi notables que Bref, ou Serge Le Mito, ou voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose de bosser avec elle. Et puis ça nous apporte beaucoup. Et puis après, c'est le fait de pouvoir se dire que si on a la série, si on a du cinéma, on est vraiment au bon endroit. Et franchement, je mets de côté tout ce qui se passe en ce moment et tout ce qui se passe depuis l'arrivée de Vincent Bolloré, etc. Où effectivement, de l'extérieur, c'est très très technique et effectivement, c'est très très critiqué et j'ai envie de te dire vilipendé. Mais en tout cas, nous, de notre côté, on n'a pas spécialement à souffrir de censure ou de manque de moyens. Voilà, on continue de faire des trucs chaque année et en plus en augmentant notre volume de prod chaque année avec la chaîne. Et Canal est encore une chaîne qui fait rêver les talents. Enfin, je veux dire, en tout cas, je sais pas si moi. Il faut dire qu'en France, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui font rêver les talents. Non, mais déjà, tu vois, dans le domaine de la fiction, tu as quand même le Bureau des légendes, Engrenage, tu vois, Platane, tu as quand même des choses qui sont des vraies bonnes séries. Sont des vraies bonnes séries et qui viennent de cette maison, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que. D'autant que même Netflix, pour l'instant, a un peu de mal en France. Bon. Écoute, oui, ils n'ont pas fait. Je pense à Marseille, mais bon, bref. Donc on va passer sur les questions un peu de la fin. Ouais. Vu qu'on est dans un temps un peu plus court. Tu dis que tu peux pas rester 5 ans sur un projet, mais du coup, c'est quoi comment est-ce que tu fais pour rester enthousiaste à propos du studio Bagel et de ce que tu fais chez Canal ? Et c'est quoi, t'envisages comment la suite pour toi là ? En fait, quand je dis 5 ans sur un projet, c'est vraiment un projet. C'est-à-dire que là, en fait, aujourd'hui, je m'occupe de plein de projets différents. Pour te donner quelques exemples, là, par exemple, on travaille sur un prime de fin d'année, en décembre, qui va être un prime de divertissement, de jeux, avec des sketchs dedans, etc. Donc ça, c'est hyper éclatant. Tu vois, donc c'est un projet... on a une équipe d'auteurs qui est géniale, en plus. On a ça. On a une série qui s'appelle Calls. On a un peu communiqué en juillet là-dessus, qui est la première série sans images, qui est en fait, toi qui fais un podcast, ça va te parler. Donc en fait, une série audio, mais avec une illustration visuelle assez forte et un univers visuel très fort. Et j'ai la chance, et malheureusement pas te révéler le casting, mais on a un casting de premier choix
Teasing. On a un casting de cinéma, vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment des acteurs et des actrices qui sont des acteurs et des actrices de premier plan du cinéma français. Donc on est hyper contents. Et c'est une série de genre, tu vois. C'est une série qui fait peur, angoissante et tout. Donc tu vois, c'est complètement différent du projet d'avant, tu vois. Oui, et puis il y a aussi un côté progression avec le côté casting. Exactement. Et on est quand même sur une série, tu vois, très moderne dans la forme, très disruptive, entre guillemets. Ce mot est un peu galvaudé, mais tu vois ce que je veux dire. Et à côté de ça, on continue de faire Paul Taylor en format court. On va faire une série documentaire avec lui, dans l'esprit où il va aller sur les routes d'Europe pour aller à la rencontre des stéréotypes Paul européens. Taylor de What's Up Friends, c'est ça? De What's Up Friends. Et donc voilà, tu vois, donc c'est très varié, quoi. Donc au final, on n'a pas le temps de s'emmerder. Hein. Alors, pour finir là-dessus, il y a 2 questions que je pose souvent, pas toujours, Ouais. mais assez souvent, qui sont les questions de la fin un peu. La première, c'est une question qui pose en entretien chez Facebook. Ok. Et du coup, je te la pose parce que tu as l'air d'être bien justement dans ton boulot et dans ce que tu fais en ce moment. C'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Bah écoute, j'ai du mal à répondre à cette question parce que en fait, j'ai pas peur de perdre mon job. Et je pense que c'est pour ça que alors parfois ça peut me poser des soucis parce que je suis grande gueule et que je dis pas, j'ai pas ma langue dans ma poche. Et quand je suis pas d'accord avec un truc, je le dis. Mais si j'avais pas peur, eh ben, je deviendrais pilote. Non, je finirais mon brevet de pilote. Si t'avais pas peur des allers-retours pour aller... C'est clair, si j'avais pas peur des allers-retours à Tossul-Noble, dans le 7-8, je deviendrais pilote. Ouais, voilà. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais au Lorenzo de 20 ans si tu pouvais revenir dans le temps et lui donner des conseils? Bah écoute, ça me fait marrer que tu poses cette question parce que je suis dans un dialogue permanent, alors tu vas me prendre pour un fou, hein, avec moi et mes précédents mois de mes âges différents. Parce que en fait, je me dis souvent que quand je me revois, quand j'avais genre 13 ou 14 ans, ou quand je me vois à 20 ans, que je me vois aujourd'hui, bah, j'ai pas l'impression que c'est la même personne. Donc voilà, je sais pas si toi ça te fait pareil. Moi, je me trouve tellement débile, surtout sur les années Ouais, d'avant. alors déjà il y a le look, il y a les coupes de cheveux, il y a tout ce que tu veux, mais après il y a même la posture, la confiance en soi, etc. Et donc ça déjà c'est un truc. Et donc ouais, donc pour répondre à ta question, je lui dirais que tout va bien se passer et qu'il s'inquiète pas. Mais c'est vrai que j'aurais jamais pu imaginer que d'être, tu vois, chef d'entreprise, d'avoir 2 enfants. Enfin, tu vois, c'est un truc. Parce qu'il s'inquiétait, le Lorenzo de 20 ans. Ah bah moi, il s'inquiète toujours. Mais j'étais très angoissé, puis j'étais hyper mal dans ma peau. Enfin, j'étais vraiment. Tu sais, je suis quand même le dernier d'une famille de 10 enfants avec un patriarche, avec une pression sur les épaules. Le dernier de tout ça, avec plein de gens avant qui ont fait des trucs géniaux. Puisque mes frères et sœurs ont fait plein de choses assez brillantes. C'est terrifiant. Donc c'est presque écrasant à un moment donné. Donc oui, j'étais un adolescent apeuré, ouais. Donc tu lui dirais relax. Ouais, je lui dirais relax. Je peux me le dire à moi aujourd'hui aussi. Ouais. Et bah écoute, merci beaucoup Lorenzo. Bah, merci à toi. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais? Et ben ils prennent leur petit doigt boudiné et ils me googlisent et ils vont trouver plein de photos de moi horribles. Voilà, s'ils font Google Images. Et dernière chose, si on devait donner une vidéo du Studio Bagel aux gens pour qu'ils aillent la voir s'ils connaissent pas le Studio Bagel. Et ben moi je dirais la vidéo de mon petit Jérôme Niel adoré, qui est un petit peu mon chou, hein, désolé pour les autres, mais c'est les tutos. Non, pourquoi je choisis cette vidéo? Parce que cette vidéo elle a été un déclencheur pour nous. C'est cette vidéo là qui nous a vraiment on va dire fait connaître d'un peu plus de monde. Et donc c'est la vidéo des tutos cupcake que j'invite tout le monde à regarder. La recette du tuto cupcake. Qui j'ai regardé aujourd'hui d'ailleurs. Et ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!